Voici donc ici pour le début de ce chapitre numéro 7 concernant donc les méthodes de poussée sur le mur de soutènement. Donc par rapport à l'entièreté de ces chapitres, nous sommes ici au chapitre numéro 7 sur les méthodes de calcul des poussées des terres qui s'appliquent sur nos murs de soutènement. Alors ici, je vais essayer de séquencer ce chapitre en faisant une vidéo pour chaque méthode qui utilise le calcul de la poussée sur nos murs de soutènement. Alors ici, dans la première méthodologie qui est la méthodologie par Coulomb, il faut pour cela qu'avant je passe par deux petites notions des caractéristiques mécaniques d'un sol qui sont la cohésion et l'angle de frottement interne qu'on va retrouver quasi presque perpétuellement dans les exercices qui font appel aux méthodes de calcul de poussée des terres. Alors la première caractéristique mécanique d'un sol, c'est sa cohésion. Donc comme on peut le voir ici par rapport au graphique, la cohésion est d'abord exprimée comme une unité de pression en kilopascal. On voit par rapport à cette valeur de cohésion que plus le niveau d'eau, donc la teneur en eau dans le sol est importante, au plus cette cohésion est faible. Donc ça c'est une première remarque qu'on peut donner, c'est qu'au plus le taux d'eau est important dans le sol, au moins la cohésion est élevée dans celui-ci. Ça s'explique notamment tout simplement par le fait que plus il y a de l'eau dans le sol, plus il va y avoir une diminution de l'attraction entre les différentes particules de sol. Et donc cette diminution d'attraction diminue la force de cohésion de manière générale de notre sol. Et la deuxième raison à cela, c'est que quand vous êtes avec de l'eau dans le sol, vous travaillez avec des poids volumiques qui sont déjaugés. Et ces poids volumiques déjaugés sont moindres que les poids volumiques normaux, dits totaux ou humides. Et donc dans ce cas-là, la contrainte verticale sigma v qui s'applique sur les différentes particules de sol est amoindrie. Et donc c'est ça qu'ici les forces de cohésion sont un peu moins grandes. Donc on voit ici que ces forces de cohésion dépendent en gros de 4 paramètres importants. Il y a un cinquième qui est l'eau. D'abord ces forces de cohésion dépendent de la forme des particules. Donc on voit ici sur la droite qu'un tas de particules plus ou moins carrées est plus difficile à compacter et à écrouler qu'un tas de billes où il y a un agencement plus facile et plus aisé qui peut se faire. Alors deuxième facteur, c'est la nature des liens. Donc là, en fait, cette nature des liens a une influence vis-à-vis du pourcentage de vide. Donc ça veut dire qu'un tas de sable est plus mou qu'un tas de sable mouillé, puisqu'il y a, on va dire, une sorte de liaison qui se crée dans un tas de sable mouillé, qui est vraiment une exception, vis-à-vis d'un sable sec qui, lui, forcément, les particules s'agencent les unes aux autres, mais c'est tout. Il n'y a pas réellement de lien entre les deux. Tandis que quand le sable est légèrement mouillé, en fait, vous allez créer cette particule dans une sorte de bulle d'eau. Et chacune de ces bulles d'eau a une attraction électrostatique qui permet de les conserver collées les unes aux autres. Troisième paramètre qui peut influencer cette cohésion, c'est la rugosité du plan. Forcément, plus le plan est lisse, plus votre particule de sol va glisser dessus. Plus forcément c'est rugueux, au moins ce sera facile de glisser dessus. C'est la même chose pour la particule de sol. Plus vous allez atterrir à des particules de sol qui sont angulaires, telles les sables ou les roches, plus vous allez avoir normalement des frictions entre, qui va normalement augmenter, on ne le verra pas beaucoup, mais qui va normalement devoir augmenter cette cohésion entre les particules. La taille des débris, forcément, plus vous avez des tailles de débris importantes, ou plus vous aurez un grand pourcentage de vide, et donc la nature des liens sera très faible entre ces différentes particules. Par contre, au plus vous allez avoir des tailles petites, mais voire très petites, au plus vous allez avoir une interaction proche entre les différentes particules de sol qui va augmenter la cohésion. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une roche que vous allez broyer. Cette roche broyée, vous allez avoir énormément de vide entre les particules, et donc la cohésion va être très faible. Même si, la nature même des particules est à tendance rugueuse, c'est pas pour ça que vous allez avoir une cohésion importante avec ces débris de roche effectués. À l'opposé de cela, si vous prenez des sols qui ont des particules d'un diamètre équivalent très petit, comme on va prendre les argiles, la cohésion est quasi presque infinie, puisque vous avez une tellement grande
densité de particules que forcément le pourcentage de vide est quasi presque nul dans ce cas-là. Enfin, le cinquième paramètre qu'on peut essayer d'envisager ici, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que cette eau, en fait, a une influence assez particulière. On vous prend l'exemple ici de l'utilisation de sculpture sur sable. Si je prends un sable sec, je le mets, j'invente dans un seau et je le retourne. Que va faire ce sable sec? Il va tout simplement former une sorte de cône, comme dans un sablier en fait. Si je reprends ce même sable mais que je l'humidifie un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, je reprends ce sable humide, je le remets dans mon seau, je le retourne sur le sol, et là qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait le cône a une allure plus verticale et moins étalée. Mais ça s'explique tout simplement que chacune de vos particules de sable humide vont être, comme je vous disais tout à l'heure, engluées dans cette petite pellicule d'eau qui, électrostatiquement parlant, va venir les coller les uns les autres. Et c'est ce qui fait la définition même de ce que vous voyez des sculptures sur sable. Vous voyez de temps à autre, les personnes qui font ces sculptures qui sont absolument magnifiques, de temps en temps, elles prennent simplement un petit peu d'eau et elles viennent les asperger pour garantir un taux d'humidité suffisant, constant, sur ces particules de sable pour qu'elles gardent leur cohésion. Donc on peut dire ici qu'en fait, le sable, c'est vraiment une particularité dans les sols. Je m'explique. En fait, on estime que à 5% en teneur en eau du volume de notre sol sableux, à 5%, vous avez ce qui s'appelle un pic de cohésion, que l'on observe ici. Donc ça veut dire que avant 5% en teneur en eau, la cohésion diminue très fortement, on est dans un sol sable sec. Plus on se rapproche des 5% en taux d'humidité de notre sable, plus on va avoir une grande cohésion. Et par contre, si je veux encore rajouter de l'eau, je ne fais que diminuer la cohésion dans mon sable. Et plus forcément je vais aller loin dans la teneur en eau, en termes de pourcentage, plus la cohésion va être faible. Donc nous, ça c'est vraiment un cas particulier pour les sables. Nous, on va essayer de délimiter vraiment deux types de sols en fonction de la cohésion. Le premier type de sol, c'est ce qu'on appelle le sable dit sec, qui n'a pas de cohésion du tout, qui est vraiment quelque chose de pulvérulent, donc qui n'a aucune adhésion entre nos particules de sol. Et l'autre type de sol, c'est l'argile. Comme vous le voyez ici, ce sont des sols avec des diamètres de particules qui sont très 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 faibles, très très petits. Et là, on appellera ça plutôt un sol qui est cohérent, dont la valeur de la cohésion est très 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 importante. Comment est-ce qu'on calcule en fait cette notion de cohésion? On va utiliser ce qui s'appelle une boîte de cisaillement. Donc là, en fait, on va mesurer par rapport à la droite de Coulomb vis-à-vis du cercle de Mohr, on va utiliser comme ceci cette valeur-ci pour quantifier à l'essai la contrainte de cisaillement taux, et en connaissant ici les caractéristiques du sol, on sait se donner une idée de la cohésion de notre sol. Deuxième caractéristique mécanique du sol, vous le voyez ici, c'est l'angle de frottement interne. Alors l'angle de frottement interne, en fait, ça matérialise l'angle phi que vous voyez ici, qu'il y aurait entre l'horizontale et la pente que prend naturellement notre sol lorsqu'il est stocké à l'état libre, donc sans le retenir, sans rien du tout. Là, on voit que cet angle, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi l'angle de talus naturel. Donc ça veut dire que si on veut remettre plus de terre sur ce talus, on n'aura pas une augmentation de l'angle phi, on aura juste simplement un éboulement qui va élargir à la base notre tas de sol, mais qui va garder une droite parallèle à cette droite-ci et qui va conserver toujours son angle dit de talus naturel. Toujours, 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 toujours. Donc c'est ça que représenterait finalement notre angle de frottement dit interne. Voici ici les valeurs que vous retrouvez dans votre ouvrage qui concernent donc les angles de frottement interne pour les sols secs et humides avec les poids volumiques associés juste à côté. Et enfin la même chose mais lorsqu'on est dans des cas
d'immersion sous eau. Donc là, on est vraiment à un niveau de saturation. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme remarque là-dessus? On peut donner comme remarque que plus vous allez mettre de l'eau dans le sol, au plus vous allez passer à des angles de frottement interne qui sont plus petits. Et donc vous allez dans ce cas-là étaler beaucoup plus vers l'horizontale votre talus et votre stock de sol. Deuxième chose, vous avez ici les poids volumiques, humides ou secs, et là vous revoyez ici vos poids volumiques déjaugés. Donc là, on a une nette diminution de l'entièreté des poids volumiques. Vous retrouvez encore ici ces deux tableaux aussi. Donc le tableau de droite, c'est pour ce qui est du stockage de matériaux propres à des sociétés qui ne font que du stockage, par exemple, de sable, de pierre, de différents calibres, même par exemple pour les agriculteurs, pour tout ce qui est par exemple les fumiers, compost ou autres. Là en fait on a vraiment à chaque fois des poids spécifiques qui peuvent être très légers et les angles de frottement interne qui sont excessivement variables. De manière générale, hein, pour vraiment l'entièreté des sols, on avoisine souvent des valeurs d'angle de frottement interne, en moyenne, je dis bien en moyenne, comprises entre 25 et 40 degrés. C'est souvent l'ordre de grandeur qu'on pourrait s'imaginer pour les angles de frottement interne. Ça, c'était les deux premières caractéristiques donc, de notre sol. Arrive ensuite la première méthode de calcul de poussée des terres, qui est la méthode dite de Coulomb. Comme vous le voyez, Coulomb a été le premier à imaginer qu'en fait, si il y a déplacement du mur vers la gauche, donc vers la ruine, en fait, on imaginerait que ce massif de terre glisserait le long d'une droite, ici en pointillé, qu'on appellerait la droite de glissement ou ligne de rupture. Et finalement, en fait, si il y a ruine du mur, ce serait uniquement les terres qui sont situées dans le triangle hachuré qui partiraient avec lui. Et ça, ce triangle, c'est ce qu'on appelle le coin dit de Coulomb. Et donc pour utiliser en fait le calcul de la poussée, on va devoir étudier ce qui se passe réellement comme force à l'intérieur de ce coin. Pour pouvoir utiliser cette méthode, on doit se baser sur certaines hypothèses, au nombre de 5. Premièrement, il faut que le parement soit rectiligne, donc il ne peut pas y avoir de brisure dans notre parement. Le remblai ou les terres situées derrière l'écran doivent être considérées comme pulvérulents, donc avec une cohésion qui est faible, voire très petite. Ce sol doit être homogène, donc on ne peut pas avoir des couches de sol différentes les unes sur les autres. On ne peut pas avoir de surcharge sur le terre-plein, et ce terre-plein ne peut pas non plus avoir de brisure, il doit être rectiligne. Et en première approche, on voit que si une des 5 hypothèses n'est pas respectée, on ne peut pas dès lors utiliser cette méthode. Si on va s'attarder un petit peu à ce qui se passe dans notre coin de Coulomb, donc dans notre triangle de force, ici on voit sur la gauche notre mur qui a la forme trapézoïdale comme ceci. Et ce que j'ai fait, j'ai remis en plus un terre-plein qui était incliné d'un angle θ. Mon parement de mur est incliné d'un angle lambda que vous voyez ici. Et on a imaginé notre ligne de glissement ici, AC, qui sera inclinée d'un angle bêta. Qu'est-ce que vous voyez ici sur le schéma? Vous voyez apparaître 3 forces. La première force est la force W, qui est le poids du coin de Coulomb. La deuxième force est la force F. Qu'est-ce que ça représente cette force F? En fait, la force F représente la résultante le long de cette droite AC, le long de la droite de glissement, ça représente l'entièreté des contraintes de cisaillement qu'il y aurait entre les particules de sol qui ne glissent pas et celles par contre qui justement glissent. Donc c'est ça que représenterait en fait notre force ici, F. La troisième force que vous rencontrez, c'est ici, E. Alors E c'est quoi? E c'est simplement la force de réaction due à la poussée
qu'exerce ce triangle de terre ABC sur notre mur. Donc cette quantité de terre va pousser sur le mur, va venir s'appuyer dessus, et en fait il va y avoir au sein même du mur une réaction E à cette force ici, qu'on appellerait la réaction du mur sur nos terres. Donc on voit les trois forces, 1, 2, 3, qui sont présentes dans l'action que peuvent représenter ce triangle de terre sur notre mur. Et on les matérialise suivant un triangle, quel qu'elle. Et comme on l'a vu au chapitre précédent, c'est que si le mur est en équilibre, ça veut dire que notre triangle de force doit être fermé pour que celui-ci soit en équilibre. Donc voilà ici matérialiser ces trois forces et voilà chacune ce qu'elles représentent. Donc on a vraiment ici le poids W qui s'applique au centre de gravité de notre triangle de terre. Sa direction est verticale et son sens est vers le bas. Et son intensité, c'est simplement le calcul du triangle de terre. On a ici la réaction de l'écran E. Alors je vous ai ici pas précisé cela au slide précédent, mais on voit que cette force E est inclinée d'un angle delta. J'en reviendrai ici par la suite sur ce que représente cet angle delta, qui a une importance assez grande. On a ensuite la force F qui est la résultante des forces de frottement, les forces de cisaillement entre les terres qui glissent et qui appartiennent au coin de Coulomb et celles qui ne glissent pas. Donc nous, quand on va devoir calculer finalement la poussée qu'exerce cette terre sur notre mur, on va simplement prendre la force P qui est la force équivalente à notre force E présente dans le triangle de force. Et pour calculer cette poussée que matérialiserait cette aire sur le mur, on va devoir calculer en fait la formule suivante, 1/2 fois Ka fois gamma fois H carré. Alors que représente l'entièreté de ces grandeurs? Ka, c'est ce qui s'appelle le coefficient de poussée des terres par la méthode de Coulomb, et on va le calculer grâce à cette formule-ci que vous voyez en dessous. Là forcément il y a beaucoup de paramètres en jeu, donc pour pouvoir le calculer, je vous ai ici matérialisé en couleur ce que représente chacune des lettres dans la formule. Donc on voit dans ce cas-là que phi c'est l'angle de frottement interne du sol, ici. Lambda c'est le fruit du mur, c'est-à-dire l'angle que fait l'écran par rapport à la verticale, comme ceci. Θ c'est l'angle que fait le terre-plein avec l'horizontale. Et enfin la valeur de delta, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qui s'appelle la rugosité du parement. Donc la rugosité que l'on a ici le long de notre parement en contact avec nos terres. Alors dans la formule, vous aviez ensuite le poids volumique gamma et vous aviez la hauteur de notre mur H. Donc si je reviens précisément sur la formule, vous aviez gamma qui est le poids volumique des terres situé derrière notre écran et H qui est la hauteur verticale. Donc ça il faut faire attention dans votre formule par Coulomb. H c'est la hauteur verticale du mur. C'est pas la longueur inclinée AB, c'est la hauteur verticale. Maintenant, si dans un exercice on vous donne donc les 4 données qui sont phi, lambda, delta et θ, vous pouvez remplacer ça dans la formule qui est située au-dessus. Maintenant, je vous rassure, il existe des tableaux qui sont déjà précalculés et qui vous donnent partout les valeurs de notre coefficient Ka. Alors là, vous voyez qu'ici dans le tableau, ici au-dessus, I, c'est ce que nous, on a dans le schéma précédent comme étant l'inclinaison du terre-plein θ. Ce tableau est uniquement valable pour un angle de frottement interne de 30 degrés. Les lambda que vous voyez ici sont les valeurs des fruits de notre mur. Quand ils sont pris en valeur négative, ça veut dire que l'écran est incliné vers la gauche. Quand il sera en positif, l'écran est incliné vers la droite. Quand il vaut 0, ça veut dire que le parement est vertical. La deuxième colonne que vous voyez ici,
on a la valeur de delta qui vaut 0, 1 tiers, 2 tiers ou la valeur de phi. Pour chaque type de lambda, on a ces 4 cas à chaque fois. Et on voit à chaque fois les valeurs de Ka qui changent. Je vais expliquer ça ici dans même pas une minute. Je vous montre ici ensuite un deuxième tableau, mais qui est valable uniquement pour une paroi lisse. Toujours par la méthode de Coulomb, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment. Θ, l'inclinaison du terre-plein, phi, l'angle de frottement interne, et lambda, le fruit de notre mur qui peut aller de 0 à 25 degrés. Comme je vous ai dit ici donc précédemment, on a fait appel à cet angle qui est l'angle delta, qui est la rugosité qu'il y a entre le sol et le parement du mur en contact avec ce sol. Là, on s'aperçoit qu'en fait, la rugosité, on peut avoir plusieurs valeurs. Mais en fait, c'est quoi la rugosité? La rugosité, c'est simplement dans nos calculs, je dis bien dans nos calculs, la matérialisation d'un angle qui serait l'angle qui existe entre la perpendiculaire à l'écran au point d'application de la poussée, donc la perpendiculaire à l'écran au point d'application de la poussée, avec la ligne d'action de cette poussée. Donc on voit bien que cette rugosité, en réel, c'est forcément la texture, mais dans nos calculs, c'est un angle. Et cet angle va dépendre de la nature de la paroi. Nous, on aura 4 types de nature de paroi. On aura une paroi qui est considérée comme soit lisse, soit une paroi en acier, soit une paroi dite rugueuse, soit une paroi dite fictive. Et en fonction de ces 4 cas, la valeur de la rugosité peut être nulle dans le cas où la paroi est lisse, égale à 1 tiers de l'angle de frottement interne quand la paroi est en acier, à 2 tiers de l'angle de frottement interne quand la paroi est rugueuse, et enfin égale à l'angle de frottement interne quand le parement est fictif. En quoi est-ce que cela va agir? Comme je vous dis, par rapport à la valeur de la poussée, ça va avoir une influence. Je vous montre avant cela la nature réelle de ce que pourrait représenter un parement lisse. Vous le voyez, c'est un parement type coulé et lisse en béton, préfabriqué. En acier, on peut avoir par exemple les terres qui sont retenues par un rideau de pale planche qu'on voit ici, ou même ici. Voire même aussi, on peut parfois utiliser des panneaux de blindage, qui sont des panneaux en métal, qui retiennent nos terres. Ça, on peut considérer aussi que c'est en acier. Quand on est en parement rugueux, avec un delta qui vaut 2 tiers de phi, on a, voyez, cette structure du béton coulé sur place, qui est relativement poreux. Donc si on fait un zoom, on voit vraiment les aspérités complètes entre les différents granulats et la matrice au ciment. Enfin, on a un parement qui est dit fictif, donc quand la rugosité vaut l'angle phi. Ça, c'est surtout utilisé quand on a des murs à redans, donc ça veut dire des murs, si vous voulez, en escalier. Là, on va essayer d'imaginer un parement fictif qui viendrait toucher le maximum de sommet ici, et on aurait alors dans ce cas-là un parement dit fictif, et on utiliserait alors la valeur delta qui vaut phi. Donc vous voyez ici, avant que je n'entre dans les calculs précisément, on voit que la rugosité, ça matérialise par rapport au parement fictif l'angle qu'il y a entre la perpendiculaire à notre parement et le point d'application de notre poussée. On voit que là, ici, pour le cas où j'ai un parement fictif, la rugosité, ce serait l'angle phi. Donc nous, dans nos calculs, on va avoir plusieurs cas possibles. Et en fait, les cas que vous allez rencontrer là vont être très intéressants dans le calcul des exercices concernant le chapitre 8 sur les états d'équilibre des murs de soutènement et leur stabilité propre. Donc on va prendre le premier cas qui est un écran vertical avec un terre-plein horizontal. Quand l'écran est lisse, en fait, la poussée est horizontale. Et elle s'applique, dans le cas où il n'y a pas de surcharge et il n'y a pas d'eau, au tiers de la hauteur de notre mur. Comme il n'y a pas d'angle entre la ligne d'action de notre poussée et la perpendiculaire à l'écran, on voit qu'il n'y a pas de composante y, PY vaut tout simplement 0.
Donc notre poussée, c'est la composante x de notre poussée, c'est tout. Si maintenant je change la rugosité et que je fais venir simplement une paroi verticale en acier, qu'est-ce qui va se passer? La rugosité vaut 1/3 de l'angle de frottement interne de mes terres, et je dois dans ce cas-là incliner de 1/3 la ligne d'action de ma poussée sur le mur. Donc là, on va avoir dans ce cas-là deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. La composante horizontale, c'est P fois le cosinus de cet angle 1/3 de phi, et Y, c'est P fois le sinus de 1/3 de phi. Donc si vous voulez dans ce cas-là la vraie valeur de la poussée, il faudra passer par le calcul des composantes Px et Py via le théorème de Pythagore. Si maintenant à la place de notre écran en acier, je viens mettre un voile coulé sur place, là vous voyez que j'augmente un peu plus l'angle qui sépare la perpendiculaire à l'écran au point où la poussée s'applique avec la ligne d'action de ma poussée. Donc là je vais avoir exactement le même principe. Px qui est la composante horizontale, c'est la valeur de la poussée P fois le cosinus de 2/3 de phi, et même chose pour le sinus pour la composante Py. Et donc on aura encore ici le théorème de Pythagore pour arriver à une valeur finie de la poussée. Maintenant j'invente, j'ai un parement qui est fictif, là vous voyez j'augmente encore plus la valeur de la hauteur, de l'angle qu'il y a entre l'horizontale et P. Mais qu'est-ce qu'on observe d'abord pour notre premier cas? On observe tout simplement que plus je vais vers un parement qui a une grande rugosité, au plus la composante horizontale diminue. Je vais vous le faire à l'envers pour que vous le voyez. Donc là j'ai une petite composante Px, je diminue la rugosité, j'augmente Px, je diminue encore la rugosité, j'augmente encore la Px, et je diminue encore la rugosité, et là la composante Px est vraiment l'entièreté de la poussée. Donc on voit que plus j'augmente la poussée, plus dans ce cas-là la composante horizontale est faible. Donc l'avantage ce serait d'aller chercher, quasi presque instinctivement parlant, une rugosité quasi tout le temps maximale. Mais il y a des cas où on ne sait pas le faire vu la nature des matériaux qui composent nos murs. Le deuxième cas, c'est les écrans inclinés et terre-pleins horizontaux. Donc là, on a d'abord une première composante lambda qui est notre fruit de mur. Donc on voit que dans le cas d'un parement lisse, la poussée est bien perpendiculaire à notre parement, mais elle est inclinée par rapport à l'horizontale du fruit de mur. Donc la composante horizontale va dépendre de l'angle de notre fruit de mur, et même chose pour la verticale. Si maintenant j'augmente et je fais passer la rugosité à 1/3 de phi pour un écran en acier, par rapport à l'horizontale, je vais avoir un premier angle lambda pour la perpendiculaire à l'écran où s'applique notre poussée, avec en plus de ça la rugosité qui est notre angle 1/3 de phi. Donc l'angle total de la poussée par rapport à l'horizontale, c'est 1/3 de phi plus lambda. C'est ce que vous voyez ici et là. Même chose si je prends un écran rugueux, ce sera lambda plus 2/3 de phi dans les deux cas. Et si je prends un parement qui est fictif, là ce sera phi plus lambda. Donc vous voyez que l'angle est encore plus grand au total, mais ça restera exactement la même philosophie. Si notre parement maintenant est lui aussi incliné et que le terre-plein l'est aussi, ça ne change pas nos idéologies de calcul, vous le voyez. L'angle θ sera englué dans le coefficient de poussée de terre, Ka. Mais ça ne change pas la disposition des composantes Px et Py par rapport à notre poussée. Quand le parement est lisse, c'est que la composante lambda, c'est que l'angle lambda qui intervient dans le calcul. Quand c'est en acier, c'est 1/3 de phi plus lambda, et quand c'est rugueux, c'est 2/3 de phi plus lambda, ainsi que le parement fictif phi. Donc ça, c'est cas si il faut vraiment bien comprendre chaque fois que les composantes horizontales diminuent avec l'augmentation de notre rugosité.
Vous le voyez ici, les rugosités peuvent être soit en positif, la valeur de la poussée est au-dessus de la normale à l'écran, ou alors en négatif, la valeur de la poussée ou de la butée est en dessous de la normale à notre écran. Pour ce qui est de la butée maintenant par coulomb, on reprend la même formule, 1,5 fois le coefficient fois gamma fois h au carré. Et ce coefficient, c'est ce qu'on appelle Kp, coefficient dit de butée. Ce coefficient Kp, c'est l'inverse de notre coefficient de poussée Ka. Donc on reprend la même idéologie de formule, sauf que le coefficient est lui l'inverse. Vous avez ici à chaque fois dans la formule l'entièreté des paramètres qui sont exactement les mêmes que lorsqu'on est en méthodologie par la poussée. Donc là, on peut faire exactement le même principe avec les tableaux qui sont déjà calculés, où vous voyez que le I, c'est l'inclinaison du terre-plein par rapport à l'horizontale. Phi, c'est l'angle de frottement interne. On retrouve les valeurs de lambda d'abord en négatif, puis nul et puis positif. À chaque fois, pour chaque cas, les valeurs des rugosités et l'entièreté des coefficients Kp. On peut utiliser la méthode de Coulomb dans l'idéologie d'une poussée résultant d'un diagramme de pression. Donc, on avait dans les premières hypothèses, par l'utilisation de la méthode de Coulomb, qu'on ne pouvait pas avoir, en fait, de sol stratifié. Mais la réalité et la pratique du terrain fait que parfois on rencontre derrière un mur des sols qui sont de nature différente sur la hauteur de ce mur. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? On va partir sur ce qu'on connaît déjà nous du chapitre précédent, sur le tracé d'un diagramme de contrainte. Je vous ai déjà mis ici le tracé du diagramme de contrainte tel quel. Et là, on va essayer de se donner une idéologie de savoir ce que représenteraient les valeurs des poussées. Une poussée, comme je vous ai dit, c'est juste une force concentrée. Une force concentrée, c'est la résultante d'un schéma de pression qui est lui réparti sur la première hauteur de notre sol. Donc pour calculer P1, il suffirait que je représente la surface de mon diagramme de pression de la couche 1, et quand j'ai cette représentation, je calcule simplement la surface. Vous voyez ici, 2,6 c'est la base, 0,3 c'est la hauteur divisé par 2. Et 0,39 c'est la poussée, la résultante de la poussée des terres qui s'applique sur notre couche numéro 1. Je refais le même principe pour la couche numéro 2, sauf qu'ici c'est un trapèze. Et je refais la même chose pour notre couche numéro 3. Ça veut dire que quand j'ai ces trois poussées en intensité, je sais dire la valeur de la poussée totale. Et cette poussée totale, c'est simplement la somme des trois poussées. Si je veux maintenant savoir où s'appliquent réellement ces différentes poussées, il faut que je passe par ce qu'on avait vu ensemble, la hauteur d'un centre de gravité d'un trapèze en Y par la formule que vous voyez en haut. Donc là, c'est ce que je fais et j'ai les valeurs des distances où s'applique la poussée de la couche 2 et la poussée de la couche 3. Comme je viens de vous le dire, si j'additionne ces trois poussées, j'atterris à la poussée totale. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je veux, au départ d'un diagramme de pression, savoir la poussée, ça c'est fait, mais savoir où elle s'applique réellement sur la hauteur de notre mur, il faut que je fasse une étude d'équilibre en fait. Il faut que je prenne à chaque fois chacune des poussées et que je les multiplie par leur bras de levier. Donc vous voyez, je prends chacune des poussées et je les multiplie par rapport à leur bras de levier au départ de l'origine, donc de la base de notre mur. C'est pour ça que vous voyez parfois des valeurs de 1,5 plus 1,6 plus 0,10. C'est parce que je démarre à chaque fois de la base de notre mur. Et je dis que toutes ces forces multipliées par le bras de levier, c'est la poussée totale, 42,17, fois le bras de levier que je ne connais pas. Et en faisant l'équation, j'atterris à un bras de levier de 1 mètre. Donc vous voyez dans ce cas-là qu'il y a moyen de trouver la résultante totale d'un
sol stratifié, et de se dire, j'ai en fait ici sauté une étape, sauté une hypothèse, qui au départ ne me permettait pas de calculer la poussée, mais qui finalement me le permet. On peut faire aussi la même chose en se disant, mais si je prends un autre mur, un mur en L, qui fait un petit peu plus de 3 mètres, presque 3 mètres 50, et me dire, voilà, j'ai deux sols différents, avec des angles de frottement interne Φ1 et Φ2 bien distincts, et des poids volumiques distincts, mais je veux savoir à une profondeur précise combien vaudrait la pression sur mon mur. Pour ça, il faut d'abord que je calcule, comme on a fait précédemment, sigma V, les contraintes verticales à la séparation entre les deux sols et tout en bas de mon mur. J'ai plus qu'à aller regarder les coefficients ici, Ka via les tableaux, où je les calcule par la formule, c'est comme on veut, et en faisant Ka fois sigma V, j'ai la contrainte horizontale sigma h. Et là, je sais voir directement par rapport à ça l'allure de mon diagramme de contrainte, tel que vous voyez ici. Et si maintenant je veux connaître la valeur de la pression horizontale à une certaine profondeur, j'invente, on peut prendre ici, même dans la deuxième couche, on va se dire ici, je veux la profondeur à 1,55 m de mon terrain naturel. J'ai plus qu'à aller calculer maintenant dans cette profondeur de 1,55 m, la profondeur où je me situe dans ce deuxième sol, c'est 40 cm. Je remplace dans ma formule le h par 40 cm et je dis que pour calculer la contrainte verticale, je fais le poids volumique numéro 2 fois la hauteur où laquelle je me situe 40 cm plus, ici, sigma V1, 20,7. Et j'ai la contrainte verticale qui s'applique à 1,55 m de profondeur. Comme je suis dans le sol 2, je prends le coefficient Ka du sol 2. En multipliant K fois cette contrainte verticale, j'ai la pression horizontale 11,65 pour ma profondeur requise. Et ça, je peux en fait ce principe utiliser pour n'importe quelle profondeur que l'on souhaite. Le cas que je viens de voir ici juste avant, il n'y avait pas de surcharge sur le terre-plein. Maintenant, si il y a une surcharge sur le terre-plein, là c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la surcharge va déjà vous donner une pression au sommet de notre mur. Il existe dans le jargon plusieurs classes de surcharge. On en a 6. Vous les voyez ici. La première, c'est un trafic simple qui a une surcharge de 500 kg par mètre carré. Ici, la surcharge numéro 3, c'est avec une inclinaison au sommet du mur du talus de 30 degrés. 3A, c'est 33 degrés. Surcharge 4, c'est une distance de retour d'1 mètre avec une charge de trafic, une classe de trafic de 30. 60 pour la 5. Et enfin, pour la classe 6, c'est une route en pente à 2,50 m en retour. Qu'est-ce que ça a comme influence ça ? En fait, si je vous montre le tableau suivant, vous avez donc ici, par rapport à notre mur de soutènement que vous voyez ici, vous avez différentes dimensions, D1, D2, D3, D4, etc., qui sont les dimensions que vous retrouvez ici. On a en fait les classes de surcharge. Donc on voit ici pour quelle classe de surcharge c'est faisable ou pas. Et donc ces classes que je viens de vous énumérer de 1 à 6, en fonction du modèle que vous choisissez, donc en fonction en fait de la hauteur du mur, vous savez si oui ou non vous pouvez, par rapport au cas rencontré, utiliser votre mur de soutènement. Donc c'est ça ici le cas qui peut être rencontré dans nos exercices ou dans votre vie pratique future professionnelle. Donc comme vous le voyez ici maintenant dessus, cette notion donc de surcharge influence la nature de la poussée par Coulomb. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit au départ qu'on ne pouvait pas, dans la dernière hypothèse, utiliser de surcharge sur le terre-plein. Or ici, on a des cas qu'on rencontre en pratique qui doivent être appliqués avec une surcharge. Et donc ce qu'on a ici imaginé, c'est de pouvoir remplacer la surcharge qui s'applique sur le terre-plein
par en fait une bande de terre équivalente à celle qui est située derrière le mur et qui serait de hauteur H'. Donc c'est ça ici en fait l'astuce qu'on va pouvoir utiliser pour passer outre cette hypothèse restrictive, c'est se dire, ben moi je remplace la surcharge par une bande de terre de hauteur H', qui serait calculée comment? Ben, qui serait calculée en faisant le ratio entre la surcharge gamma et le poids volumique, la surcharge pardon, Q, divisé par le poids volumique gamma des terres qui sont situées donc derrière notre mur. Ça veut dire que dans ce cas, vous allez modifier le poids volumique qui était au départ gamma de notre sol, et vous allez le transformer en un nouveau poids volumique qu'on appellera gamma 1, et qui va dépendre de quoi? Qui va dépendre de la surcharge et de la hauteur du mur du cas rencontré. Et ce nouveau poids volumique gamma 1, qui prend en compte l'action de la surcharge, c'est celui que vous allez remplacer dans la formule connue pour calculer la poussée via Coulomb, et vous allez remplacer à la place du gamma dans la formule, et vous mettrez simplement gamma 1. Au niveau du diagramme de pression, on aura ici un diagramme d'abord rectangulaire qui sera la pression due à la surcharge, qui n'évoluera pas en profondeur. Cette pression, elle sera considérée comme constante sur toute la hauteur. Et on aura à droite un diagramme triangulaire qui sera, elle, l'évolution de la pression des terres au fur et à mesure de la descente en profondeur dans le sol. Donc pour ça, si on doit maintenant matérialiser l'allure du diagramme général des pressions derrière le mur, on aura une forme trapézoïdale où la partie supérieure, ici ce sera P, Q, ce sera simplement la pression due à la surcharge, et enfin ici P, T, qui sera la pression totale, ici en bas, des terres plus de la surcharge. Alors vous voyez apparaître ici, non pas KA, mais KQ. Et là, KA. Donc là, en fait, on a le coefficient KA, car on est dans l'action des terres par Coulomb. Et KQ, en fait, c'est un nouveau coefficient qu'on appelle un coefficient d'implication de la surcharge sur nos terres. Et pour trouver ce coefficient KQ, on va utiliser ce qui s'appelle la formule, donc K, là j'ai pris K gamma, mais c'est KA, normalement le coefficient par Coulomb, KA sur le cosinus du fruit du mur moins l'inclinaison du terre-plein par rapport à l'horizontale, notre angle θ. Donc ça, c'est pour vous matérialiser le nouveau coefficient dit KQ. Si on prend l'exemple maintenant d'un calcul de poussée avec la présence d'une surcharge, ça peut être un trottoir avec une voie routière, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur la poussée via notre mur? On va prendre l'exemple d'un mur en pieux sécant qui fait 6 mètres, dont la paroi est considérée comme lisse, où on a un poids volumique d'autant et un angle de frottement interne d'autant. La première méthode à faire est d'aller dessiner les diagrammes de pression. Donc pour ça, on va d'abord, comme on a une paroi lisse, trouver dans le tableau pour un angle d'inclinaison du terre-plein qui vaut 0, un phi qui vaut 37 degrés et j'ai pas de fruit de mur, donc pour 0, j'ai un coefficient Ka de 0,249. Comme KQ c'est Ka sur le cosinus de lambda moins θ, lambda et θ valent 0, le cosinus de 0 vaut 1, donc dans ce cas, KQ a la même valeur que le Ka. Donc quand je remplace maintenant ma formule, qu'est-ce que j'ai? J'ai KQ qui vaut Ka, donc je l'ai remplacé directement KQ par Ka ici dans la formule. KQ ou Ka fois la surcharge me donne la pression PQ que j'ai au sommet de mon mur. J'ai la pression due uniquement aux terres, c'est Ka fois gamma fois H. Quand je suis tout en bas à 6 mètres, j'ai 26,89 kN par mètre carré. Et maintenant, j'ai plus qu'à additionner les deux pressions, l'une due à la surcharge, l'une due aux terres. Et je vois la pression rectangulaire due à la surcharge, je vais l'additionner à la pression triangulaire due uniquement à mes terres, et j'ai un diagramme final qui est un trapèze, où la pression au sommet vaut 3 kN par mètre carré,
et la pression en bas du mur vaut 29,9 kN par mètre carré, qui vaut 26,9 plus les 3 de la surcharge. Maintenant, si je veux connaître au départ du diagramme de pression la poussée résultante, il suffit que je fasse la surface de ce trapèze. C'est tout. Ça, c'est pour la première méthode, quand je travaille avec les diagrammes de contrainte. La deuxième méthode, c'est utiliser les formules comme je vous ai montré, en utilisant d'abord le calcul de gamma 1. Donc j'imagine que gamma 1, c'est le poids volumique 18 plus 2 fois la surcharge que j'ai inventée à 12 kN par mètre carré sur la hauteur de mur 6 mètres. Et vous voyez que je passe d'un poids volumique de 18 kN par mètre cube à 22 kN par mètre cube quand je prends en compte la présence de la surcharge. Et c'est cette valeur de 22 que je vais remplacer dans la formule ici de ma poussée. Et j'ai 98,6 kN comme résultat final. Donc quand je compare maintenant les deux méthodes, j'ai par le diagramme des pressions 98,7 kN en résultante et par la formule 98,6. Donc on voit que les résultats sont équivalents. Qu'on prenne une formule ou qu'on prenne le tracé du diagramme des pressions, c'est la même chose. Il ne faudra juste pas oublier, c'est que là, dans la deuxième méthode, vous n'avez pas d'indication où s'applique la valeur de la poussée. Ça, vous ne savez le connaître que grâce à cette première méthode. Pour connaître la distance ici, il faut passer par le centre de gravité en Y d'un trapèze pour savoir où s'applique cette poussée. Tandis que dans la deuxième méthode, malheureusement, on ne peut pas le connaître. On ne sait que l'intensité de la poussée. Voilà qui clôture cette première partie concernant donc le calcul par la méthode de Coulomb, et je suis à vous pour les questions éventuelles.